il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille et gouverne. Nous avons le plus vieux président de la République au monde. Nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde. Nous avons le plus vieux député au monde. Le plus vieux commissaire de police en service au monde. Le plus vieux général en service au monde. Non. Le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non. Quand même, on est venu les accompagner. J'ai dit que la candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, j'ai dit que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes. Moi je voudrais tout simplement dire que le président Biya, s'il lui reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC. Dans le RDPC, partout, qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur les plateaux, c'est moi derrière le statut du parti. Oh non, 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 non. Le Cameroun aujourd'hui est à la traîne. Est à la traîne parce que le président est fatigué aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement, il n'y a eu aucune décision de souveraineté, il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille. Monsieur Bokolo, je vous dis une chose, le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Mais j'ai envie de me demander si à la fin M. Biya ne s'est pas foutu de nous. Et ce qui est davantage embêtant, c'est que, entre-temps, sur les 3 derniers mandats qu'il a eus, il les a placés sous le signe de 3 autres mots. On a parlé des grandes ambitions, on a parlé des grandes réalisations. Pont sur le Vouri, réalisation pas toujours achevée. Le barrage de Menvele, grande réalisation, pas toujours achevé. Le barrage de Lompanga, grande réalisation, toujours pas achevée. L'autoroute Douala-Yaoundé, grande réalisation, toujours pas achevée. La Cannes 2019, grande réalisation, glissement. Et maintenant, on nous parle d'émergence en 2035. En 2035, M. Bokolo, si vous ajoutez à 38 ans, 15 ans, ça veut dire que pour que le Cameroun soit développé, il faut que M. Biya ait fait 53 ans au pouvoir. Je dis pour qu'on soit développé, parce que l'émergence, c'est qu'on sort de l'immersion, vous êtes sous l'eau et vous levez légèrement la tête. C'est-à-dire que pour que mes frères qui sont à l'Holodof aient une bonne route, il faut attendre 53 ans de pouvoir. Monsieur Bokolo, je vous dis une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. J'aime toujours bien aller dire, ce pouvoir n'est pas éternel. Paul Biya partira un jour. Je vous assure que vous verrez que des gens qui chantaient ses louanges vont le renier. Ça va arriver. Dieu va nous prêter vie. Papa Paul Biya. Le Cameroun a eu 2 fois le trophée de premier pays corrompu au monde. Voilà un pays où on parle de la moralisation. Donc le président a tout fait pour que nous ayons le contraire de ce qu'il a promis. Selon notre constitution, l'article 5, le président de la République définit la politique de la nation. Et donc que vous soyez ministre sur la base d'un accord de gouvernement, d'alliance avec son parti, ou ministre
pêcher directement de son parti ou de la société civile comme il a l'habitude de faire, parce qu'il recrute les militants de son parti à travers le décret de nomination des ministres. Vous êtes là pour appliquer la politique définie par un homme, et dont cet homme est le principal responsable de ce que vous appelez bilan. Maintenant, s'agissant du bilan, je voudrais d'abord qu'on s'entende sur ce qu'il faut comprendre par bilan. Le bilan sur le plan comptable, c'est quelque chose qui est toujours équilibré, qui doit être équilibré. Je l'ai dit quand Bessala a parlé du bilan mitigé. Le bilan doit être équilibré entre l'actif et le passif. Maintenant, dans les éléments du bilan, il y a une ligne là, qui va venir soit augmenter les ressources, soit baisser les ressources. Ça s'appelle le résultat. Et le résultat, on l'obtient à travers le compte d'exploitation. Le compte d'exploitation où vous allez avoir d'un côté les produits, c'est-à-dire ce que vous avez pu engranger comme ressources, et de l'autre côté les charges que vous avez dépensées pour avoir ces ressources-là. Si les charges sont au-dessus des produits, vous êtes en déficit. Sinon, vous êtes en situation d'excédent et ça vient augmenter les ressources que vous aviez au départ. Quand on prend ce cliché pour ramener sur le plan politique, il faut évaluer le compte d'exploitation d'un homme politique de deux manières. La première manière, c'est de prendre ce que lui-même, au départ, ce qu'il a vendu au peuple et ce que le peuple a obtenu à la fin. La deuxième manière, c'est une comparaison temporelle entre la situation que le peuple souverain vivait au moment où il prenait le pouvoir et celle qu'on vit au moment où on s'arrête pour essayer d'évaluer. Prenons le premier cas. Le président Biya, et je suis content que quelqu'un ait apporté un livre ici, il s'est engagé sur le prisme de la rigueur, la moralisation, et il a dit qu'il va apporter la prospérité au Camerounais. Et chacun, prenons mot à mot, la rigueur. Est-ce que nous sommes un État rigoureux aujourd'hui? Un État rigoureux, c'est un État où les acteurs publics se soumettent à la rigueur de la loi, tout comme les citoyens ordinaires. Un État de rigueur, c'est un État où les gens font des choses comme elles doivent être et comme ils ont prononcé, ils ont promis faire. Or, nous sommes dans un pays où le respect de la loi n'est pas le dada de ceux qui sont au front, à commencer par le président de la République lui-même. Bon nombre de textes de loi, je ne parle pas des décrets, je parle bien des lois, c'est-à-dire un texte qui est voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État. Bien des textes sont piétinés par lui-même. N'en parlons plus pour le cas de ses ministres. Un État de droit, un État de rigueur, c'est un État où le droit et la loi sont pour tout le monde. Mais nous sommes dans une république où même les décisions de justice, les ministres les mettent dans le tiroir et n'appliquent que quand c'est aller dans le sens qui arrange leur position. On peut en citer à n'en que finir. Lorsque nous ne sommes donc plus dans un État, il a produit le contraire de ce qu'il a fait miroiter au Cameroun. C'était pas le cas avant? Ce n'était pas... nous ne sommes pas dans une analyse comparative. Ouais. Qu'est-ce qui faisait avant entre ce qui se faisait aujourd'hui? Mais on peut ceci essayer. Mais avant, la rigueur était véritablement vivante. Parce que quand le président Aïjo disait que vous ne devez pas, si vous volez 500 000 et qu'on découvre que vous avez volé 500 000, vous êtes condamné à mort, on le faisait. Mais nous sommes dans un État où quelqu'un a promis la rigueur et la moralisation, mais qui protège les voleurs de la République. Il est venu avec une loi qui dit que si vous volez 50 millions, vous n'êtes pas, on ne peut pas vous juger devant les juridictions ordinaires. Vous allez à un tribunal spécial où on peut abandonner la poursuite si vous acceptez rembourser le corps de délit. Vous pouvez faire donc la comparaison, comme vous aimez le faire, entre celui qui dit vous volez 500 000 de biens publics, on vous condamne à mort, et celui qui dit si vous volez 50 millions et que vous vous engagez à rembourser, on vous laisse tranquille. Vous allez voir qui est plus rigoureux que qui.
Donc nous rentrons maintenant sur la moralisation. Voilà quelqu'un qui promet la moralisation de l'État et travaille pour démoraliser la vie publique. Effectivement, les faits sont là et parlent d'eux-mêmes. La première chose, on n'a plus dans le programme scolaire les leçons de morale qu'on apprenait aux enfants, comment saluer le grand frère, comment respecter les couleurs, comment se comporter lorsque vous arrivez quand on chante l'hymne national, ainsi de suite. Aujourd'hui, la dépravation de mœurs. Le Cameroun est devenu même l'exemple même de ce genre de dépravation, au point même où l'homosexualité est dans la famille présidentielle. Et tout le monde le voit. Attention, monsieur... Écoutez, ce n'est pas un secret pour personne. Il y a la fille du président. S'il vous plaît. Oui. Quand on parle, vous êtes honorable, vous êtes député. Oui. Quand vous parlez de quelque chose, il faut en avoir des preuves. Mais les preuves, tout le monde l'a vu. À mon opinion, moi, je ne les ai pas. Il y a bien des affirmations qui sont là. Honorable, tout le monde a vu des choses, mais quand au tribunal, si on vous demande des preuves de ce que vous dites là... Non, attendez, quelqu'un s'est affirmé jusqu'à dire même qu'elle pense que son cas pourra amener le Cameroun à changer ses lois. Parlons avec prudence. On parle avec prudence de ce cas, s'il vous plaît. Passons. Si vous voulez, vraiment. Les Camerounais le savent, on passe, oui. Mais tout le monde voit. La Fémania est devenue le jeu favori des Camerounais. Les Féman sont les amis des hauts placés. Aussi bien dans le commandement que dans la sécurité de notre pays. Ils sont protégés par l'État. Ils font la Fémania et les Camerounais se distinguent peut-être secouer le meilleur prix africain en la matière. Où est la moralisation? Donc, franchement, quelqu'un a essayé de dire ici qu'on a multiplié le PIB sur le plan économique pour dire qu'on a avancé. La multiplication du PIB n'est pas le résultat du travail de quelqu'un, d'un gouvernement qui a tout fait pour brader le tissu économique que notre pays avait. Et lorsque vous preniez le pouvoir, le Cameroun était classé comme pays à revenus intermédiaires. Aujourd'hui, si on a un langage, c'est ce langage qu'on appelle aujourd'hui pays émergent. Pays qui cherche l'émergence. Vous fixez les caps de l'émergence à 2035, alors que c'est ce que nous avions déjà à partir de 1982. Et quand on parle du PIB, de l'évolution du PIB, ben, il faut pas dire que l'évolution du PIB n'est pas forcément un indicateur de développement. Vous devrez rentrer dans l'analyse de l'indice de développement humain pour voir comment c'était. Vous devez rentrer dans les composantes de ce que le Cameroun produisait en 1982 et ce que nous avons pu commencer à exploiter. Je ne pense pas que l'économie camerounaise se porte bien. Parce que quand elle se portait bien, à chaque fois que le président Aïjo donnait le discours le 31 décembre, les Camerounais s'attendaient pas seulement pour savoir s'il y aura augmentation de leurs revenus, mais seulement il va augmenter de quel pourcentage. C'était ça la surprise et non l'augmentation. Mais aujourd'hui, vous avez baissé le revenu des Camerounais de 3 fois, à hauteur de près de 70%, mais vous nous dites qu'on a avancé, on a multiplié. Les Camerounais dans la fonction publique aujourd'hui. Donc, j'ai même oublié un autre indicateur sur le plan de la dégradation de la morale publique. Le Cameroun a eu 2 fois le trophée de premier pays corrompu au monde. Voilà un pays où on parle de la moralisation. Donc le président a tout fait pour que nous ayons le contraire de ce qu'il a promis. Tant sur le plan économique que sur le plan social. Quand vous rentrez sur le plan politique, oui, on va vous dire maintenant, eux-mêmes conscients de l'état catastrophique de leur gouvernance, ils n'ont plus le courage d'assumer la responsabilité de ce parti au pouvoir. Ils commencent à dire parti proche du pouvoir. Si vous êtes proche du pouvoir, qui est donc au pouvoir? Qui est au pouvoir? Et Valère a développé un autre argumentaire tout à l'heure pour dire que le président a réussi à avoir une sorte d'autonomie politique de ces. Mais ce n'est pas un résultat positif sur le plan politique. Que vous utilisez un appareil pour arriver au pouvoir et quand vous êtes au pouvoir, vous prenez des marges pour ne plus être contrôlable par le parti qui vous a amené là-bas. C'est un échec politique. Et ça s'explique. Mais Valère a plutôt parlé, Valère a parlé de cette indépendance que le président Biya. Oui, l'indépendance par rapport à son appareil politique. Non, par rapport aux colons.
Bon, après que ça c'est bien, là je peux lui consentir, même là-bas on peut en discuter. Il a pris l'autonomie par rapport aux colons, par rapport à quoi? Des gens ont dit non, il est allé en Chine, il a ouvert la voie. Ce n'est pas le président Biya qui a ouvert la voie de coopération avec la Chine. Je pense que le barrage de Lac d'Or, c'est la Chine. Le palais de congrès, c'est la Chine. Donc ce n'est pas le président Biya qui est le premier chef de l'État camerounais à accorder le marché d'investissement au Cameroun aux Chinois. Donc je crois que nous devons toutes raison garder ce que le RDPC doit faire demain dans son anniversaire. À mon avis, s'ils sont des gens honnêtes, des patriotes. Parce qu'il y a une chose, c'est d'échouer. Une autre chose, c'est de démontrer aux gens qu'on a échoué, pas volontairement, mais parce qu'on aura tout développé sans pouvoir réussir. À ce moment-là, on demande pardon. On demande pardon au peuple. Donc demain, on peut la célébration, il faut simplement qu'il demande pardon. Il faut qu'il demande pardon au peuple. En cette saison de pluie, le tronçon routier Bamenda-Santa, long de 22 km, est fortement dégradé. Les camions et les véhicules de transport en provenance de Bamenda patrouillent dans la boue le long du tronçon pour rallier la localité de Santa dans le nord-ouest. Lancée depuis 2017, la réhabilitation de cet axe routier continue de traîner. Sur ces pentes plus ou moins abruptes, certains passagers attendent à pied pour laisser avancer les véhicules au milieu des bourbiers successifs. Et pour d'autres, là de patienter, il faut payer les riverains à l'investissement humain sur la voie publique ou simplement pousser. Une situation qui perturbe la circulation, obligeant d'autres chauffeurs à forcer des voies de contournement périlleuses. Pour les usagers, la réhabilitation de cette route nationale est plus qu'urgente et en appelle aux actions des politiques. Quand on fait de la politique c'est l'action. On ne peut pas faire de la politique et ne pas tenir ses promesses. Les élections arrivent en 2025 et je pense qu'il n'est pas bon pour ne parler qu'avec des mots. Ou parler des choses et rester au Parlement sans prendre de bonnes décisions en faveur des populations. Inscrit dans le projet de développement du secteur des transports, l'état de dégradation de la route Bamenda-Santa pourrait s'empirer si rien n'est fait. Nous espérons que le gouvernement se penchera davantage sur le cadre de cette route. C'est une route nationale, mais il faut la réhabiliter pour qu'on puisse voyager normalement. Au-delà de l'aspect infrastructurel, l'entière réhabilitation de cette route pourrait contribuer à booster l'économie de la zone. Monsieur le ministre des Transports, qui va dans sa ville, rassembler les Camerounais, faire de bons meetings, où on peut savourer X, Y, Z, tout ce que vous saviez. Mais vous saviez que partant de Yassa, là où il y a une station d'essence, pour arriver de l'autre côté, à Missoulet, vous connaissez combien de trous passés, ni de poules? Mais il y a un gars là, qui s'appelle, comment on les appelle? Le contrôle routier qui est là. Ils sont là tous les jours. Interpeller les Camerounais, ne pas faire l'excès de vitesse, mais ne donne pas les rapports à qui de droit. À tonton Ganou Njomé, c'est que la route est mauvaise. Le président a mis les grandes opportunités, les entreprises sont là pour gagner des marchés, pour faire des routes. Rien ne s'implémente. Et vous allez dire qu'on ne doit pas dire que le pays est dans les livres. Le Cameroun est un grand malade. Seule la thérapie pour sortir ce grand malade de son lit, c'est les programmes des partis politiques. Si les partis politiques n'ont pas de véritable programme, mais le RDPC va gagner les élections comme il est à la poste. Parce qu'il y a un phénomène que les gens ne veulent pas comprendre, l'éducation citoyenne. Il faut que les partis politiques apportent, sans publicité, vous savez que pour soigner les céphalos au Cameroun ou baisser la température, quand vous allez à la pharmacie, on vous produit au moins 10 types de médicaments pour soigner le palu ou pour baisser la température. Mais c'est comme ça que sont les partis politiques au Cameroun, que chacun vient avec sa thérapie pour pouvoir gagner le RDPC au soir d'octobre 2025. Sinon, ce parti politique va encore gagner et on quittera des grandes opportunités pour aller en quoi? Le président va encore sortir notre sémantique morpho-syntaxique parce qu'il maîtrise bien la communication que les Camerounais veulent entendre. Et il a des ministres qui sont là pour cela. Vous avez parlé de la jeunesse, permettez-moi de sortir par là. Messieurs, la société civile. Le dernier concours administratif au Cameroun a 30 ans. Il n'y avait que les enseignants qui faisaient le concours jusqu'à 32 ans. INGS, l'école normale. Passé ce délai, vous êtes contractuel d'administration.
L'État recrute encore jusqu'à 40 ans pour aller faire 20 ans de service, sachant que les Camerounais ne recrutent que leurs frères par repli identitaire. À 40 ans au Cameroun, lorsqu'on vit dans une chambre chez son père, chez sa mère, connaissez personne le tissu économique. Vous connaissez quand on vous recrute à la fonction publique avec une licence à 40 ans. Vous êtes contractuel d'administration. En 12, vous pouvez gagner combien? Allez donc revisiter cela. Et quand vous arrivez dans une ville comme Douala, où le loyer le cancique, sans publicité, est détenu par ceux qui ne sont pas fonctionnaires, par ceux qui ne sont pas agents de l'État, par ceux qui gagnent des argents dans les sociétés pétrolières pour venir prendre les maisons que les pauvres comme nous, pauvres enseignants, on pouvait prendre. Vous pensez qu'un monsieur comme moi peut vivre dans une maison de 80 000 francs au Cameroun, que je justifie de quel salaire à la fonction publique? Voilà autant d'éléments saillants qui montrent que le pays a la dérive. C'est lui qui a déclaré sur un plateau de télévision que Paul Biya fait mieux que Jésus. Je donne donc ce conseil à mon petit frère. Demain, quand tu vas aller à l'au-delà, ne demande pas la miséricorde de Dieu. Il faudra t'allier derrière Paul Biya qui sera en difficulté. Petit frère. Je dis que la candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes. Moi je voudrais tout simplement dire que le président Biya, s'il lui reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC partout qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur les plateaux, c'est derrière le statut du parti. Oh non, 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 non. Le Cameroun aujourd'hui est à la traîne. Est à la traîne parce que le président est fatigué aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement, il n'y a eu aucune décision de souveraineté, il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille et gouverne. Nous avons le plus vieux président de la République au monde, nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde, nous avons le plus vieux député au monde, le plus vieux commissaire de police en service au monde, le plus vieux général en service au monde. Non, le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non, quand même. On est venu les accompagner